loi française, hein, parce que la loi française interdit l'insémination artificielle pour une femme seule et interdit également le recours aux mères porteuses. Et à la limite, ça c'est presque secondaire par rapport à la justice qui est faite à l'enfant, que l'on prive délibérément d'un de ses parents. Parce que la vie suscite beaucoup de difficultés, et Dieu merci, les enfants qui subissent les difficultés que la vie occasionne peuvent très bien s'en sortir et être très heureux et très bien réussir leur vie. Mais ce n'est pas parce que la vie prive des enfants d'un de leurs parents biologiques, ou même parfois des deux, que cela justifie de le faire volontairement et délibérément. Alors évidemment, la loi ne peut pas empêcher les gens de faire cela. Mais en tout cas, elle n'a pas à encourager ce phénomène et à valider ces bricolages procréatifs en les validant par des artifices juridiques. L'artifice qui consiste à attribuer, en l'occurrence, un deuxième parent de même sexe que le premier. Bon, d'autant plus que cet artifice juridique, en réalité, ne concerne pas seulement les enfants concernés. Bon, ça suffirait largement à renoncer au projet de loi, hein. Mais en plus, cela concerne toute la société, en raison des difficultés inextricables en matière de filiation que cela va occasionner. Donc, deuxième point, je vous propose, si vous voulez, de passer en revue quelques-unes des conséquences sur la notion de filiation que ce projet va entraîner. Et je parle du projet en l'état. Il n'est même pas nécessaire qu'il soit complété au Parlement par une loi sur l'assistance médicale à la procréation, ou qu'il soit ensuite complété par la jurisprudence de telle ou telle manière. En l'état, le seul fait de permettre l'adoption plénière d'un enfant par deux personnes de même sexe exige d'intégrer le concept de parents de même sexe. Et c'est ça qui fait évoluer la notion. Si ensuite on ajoute l'assistance médicale à la procréation, bon, ça démultipliera le phénomène et ça ne changera rien de plus. Le plus est déjà dans le projet de loi actuel. Alors, première difficulté à venir. D'abord, que va devenir la présomption de paternité? Je vous rappelle ce qu'est la présomption de paternité. Le Code civil présume que l'enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari. En effet, les époux s'engagent à une obligation de fidélité, et de cette obligation de fidélité, on présume que les enfants mis au monde par l'épouse sont ceux du mari. Mais comme il est possible que ce ne soit pas le cas, eh bien, il est possible que cette présomption soit renversée en fournissant la preuve que le mari n'est pas le père. Alors, comment présumer que le conjoint de même sexe est parent de l'enfant? Parce que ça, pour le coup, ça n'est pas présent dans le projet de loi à la présomption de paternité. D'ailleurs, entre nous, si un de mes étudiants de première année avait rédigé un projet de loi comme ça, il n'aurait pas eu une bonne note, hein. Première chose qu'on mettait dans la ligne en rouge, c'était « et la présomption de paternité ?» point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie de la présomption de paternité. Peut-être qu'aujourd'hui, le projet de loi ne prévoit que l'adoption, et je ne donne pas 5 minutes après l'entrée en vigueur de la loi à un couple de femmes pour saisir un tribunal, pour se plaindre du fait que la conjointe doit adopter l'enfant de sa conjointe, alors que si elle était un homme, elle serait désignée par la loi comme second parent, ou à défaut, elle pourrait reconnaître. Pourquoi est-ce que moi qui suis une femme, je dois adopter l'enfant de ma femme, alors que si j'étais un homme, je n'aurais pas besoin de cette procédure? Ça ne tiendra pas 5 minutes. Donc, il va bien falloir se prononcer sur la présomption de paternité. Et si le Parlement refuse de le faire, ce qui serait une démission grave, eh bien ce sont les juges qui seront conduits à le faire. Mais de toute façon, quelqu'un le fera. Bon. Donc, comment présumer que le conjoint de même sexe est le second parent de l'enfant? Il n'y a pas de présomption de deuxième maternité biologique, ça n'aurait pas de sens. Donc la seule chose que l'on peut présumer, c'est que le conjoint de même sexe était partie prenante au projet parental. D'ailleurs, c'est ce que réclament les associations des parents gays lesbiens au cours des auditions qui sont actuellement menées par la commission des lois à l'Assemblée. Mais alors, comment combattre cette présomption? Donc, deux femmes sont mariées, l'une a un enfant, l'autre est présumée second parent parce que présumée partie prenante au projet parental. Eh bien, elle pourra se désengager, c'est-à-dire renverser la présomption en prouvant qu'en réalité, elle n'était pas partie prenante au projet parental et que son épouse a mené ce projet d'enfant sans concertation avec elle. Mais alors, la conséquence est la suivante, c'est qu'il faudra aussi, sous peine de discrimination à l'égard des maris, des époux, des conjoints, pardon, il ne faut plus parler de maris et d'époux, maintenant c'est simplement des conjoints, sous peine de discrimination à l'égard des conjoints hommes,
Il faudra aussi permettre au mari de se désengager de sa paternité que la loi présume, dès lors qu'il n'était pas partie prenante au projet parental. Pourquoi est-ce que la conjointe ne serait second parent que si elle était investie dans le projet parental, et pourquoi le conjoint T se verrait imposer une paternité qu'il n'a pas désirée? Hein, ça ne tiendra pas non plus. Ce qui fait que, eh bien, finalement, tous les conjoints pourront se débarrasser de la parenté que la loi leur présume à leur égard, dès lors qu'ils n'étaient pas investis dans le projet parental. Donc on voit tout de suite que la parenté sociale qu'on est en train de nous préparer, elle a pour corollaire l'enfant social. Parce que c'est super de fonder la parenté sur l'engagement auprès de l'enfant, sur le désir de l'enfant. Mais qu'est-ce qui deviennent tous ceux qui n'ont pas été désirés et auprès desquels personne ne s'est engagé? Eh bien, ils n'ont plus de parents. Voilà, ça c'est le résultat. La parenté sociale engendre l'enfant social. S'il est désiré, tant mieux pour lui. S'il n'est pas désiré, tant pis. Bon, alors pourrait-on envisager de carrément désigner et non plus présumer le conjoint comme second parent? Mais ça ne marche pas non plus, parce que dans ces cas-là, il va falloir désigner comme second parent d'un enfant tous les conjoints qui soient de même sexe ou pas de même sexe. Et on va se retrouver avec des situations abracadabrantes. Voilà le mari homme qui n'est pas du tout l'enfant de sa femme, le père de l'enfant de sa femme, et qui se voit imposer une paternité par la loi dont il ne peut pas se dégager, y compris s'il était en prison à l'époque où l'enfant était conçu. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas possible non plus de désigner le conjoint comme second parent. Bon, puis de toute façon, les problèmes ne font que commencer. Parce que, comment est-ce que cette présomption ou désignation, peu importe, du conjoint de même sexe comme second parent pourrait-elle tenir compte du deuxième parent biologique? Par exemple, lorsque la mère est mariée avec une femme, si cette femme est présumée ou désignée comme seconde mère, que devient le père biologique? Si l'enfant est né d'un donneur anonyme, la question ne se pose pas en pratique, du moins tant que le donneur ni l'enfant ne réclament rien. Attendez, c'est pas fini. Enfin, disons que dans un premier temps, la question ne se pose pas, mais ça ne fait absolument pas disparaître le problème en soi. Hein, donc, si l'enfant est né d'un père identifié, comment régler le conflit de parenté entre la conjointe de la mère et le père biologique? À qui on donne la priorité? Bon, alors une autre solution, pour simplifier, serait de supprimer la présomption de paternité pour tout le monde, conjoint de même sexe comme de sexe différent. Donc le second parent devrait reconnaître ou adopter l'enfant de son conjoint, de son partenaire, de son concubin, peu importe, il n'y aurait plus de différence. Et s'il ne le fait pas, il faudrait, comme en droit actuel, intenter une action en recherche de parenté à son égard. Aujourd'hui, on parle d'action en recherche de paternité. Bon, mais si on exerce cette action en recherche de parenté, qu'est-ce qu'il va falloir prouver pour que l'action aboutisse? Il n'est plus question de recourir à la preuve biologique, qui n'a plus de sens dans la perspective d'une parenté déconnectée de la référence à la biologie. Et le recours à la preuve biologique va devenir discriminatoire en droit de la filiation. On ne pourra même plus l'utiliser, il n'a plus de sens. Pour départager entre la conjointe de la mère et le père biologique, on voit bien que la preuve biologique n'a pas de signification. Donc, à moins, évidemment, de reconnaître la supériorité de la filiation biologique sur la filiation sociale, et dans ce cas, ça suppose de renoncer carrément au projet de loi. Donc, pour imposer la parenté à un parent prétendu, il va falloir prouver concrètement qu'il était engagé en projet parental. Et voilà, à nouveau, présomption de paternité ou pas, les enfants qui se retrouveront sans parents parce qu'en réalité, ils ne faisaient pas l'objet d'un projet parental. Et on ne pourra imposer à quiconque la parenté s'il n'apporte pas la preuve de son investissement dans ce projet parental. Bon, et l'engagement d'un projet parental ne sera pas plus utile en cas de conflit positif, cette fois-ci de parenté, parce que là j'ai évoqué le cas de ce qu'on appelle un conflit négatif, c'est-à-dire que personne ne veut de l'enfant. Donc quand aucun homme ne veut d'un enfant, on cherche le père biologique. Bon là, aucun homme ne voudra d'un enfant ou aucune femme, parce que personne n'avait de projet parental avec la mère. Ah bah dommage, il n'y a pas de deuxième parent. Même si on connaît le père biologique, peu importe. Bon, mais même dans les cas de conflit positif de parenté, le critère de l'engagement dans le projet parental ne sera d'aucun secours. Parce que comment est-ce qu'on départagera plusieurs candidats à la parenté sociale dès lors qu'ils étaient tous investis dans le projet parental? Par exemple, comment départager entre la conjointe de la mère ou son amante, ou son amant d'ailleurs, peu importe à la limite, quel genre de preuve devait être rapporté? Parce que peut-être que les trois femmes étaient investies dans le même projet d'enfant.
Et c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, dans les faits, il y a de nombreux enfants qui sont élevés par 3 ou 4 adultes, dans le cadre des décompositions et récompositions de famille. Donc dans la plupart des cas, les adultes qui élèvent l'enfant avec un de ses parents ne se considèrent pas eux-mêmes comme un parent, ne cherchent pas à prendre la place des parents. Mais dans certains cas, les différents adultes qui interviennent auprès de l'enfant se considèrent mutuellement et personnellement comme parents à égalité et à part entière de leurs enfants. L'exemple le plus typique, c'est le cas où un couple de femmes s'est arrangé avec un couple d'hommes pour avoir des enfants croisés. Et bien ces 4 personnes, en général, en tout cas dans tous les cas qui finissent par arriver devant les tribunaux en cas de litige, finalement sur l'autorité parentale, ces 2 hommes et ces 2 femmes se considèrent personnellement et considèrent les autres comme parents à égalité de leurs enfants croisés. En général, le cas classique, c'est qu'il y a 2 enfants qui sont, chacun est l'enfant biologique d'un des hommes et l'enfant biologique d'une des femmes. Et tout ce monde-là se considère comme parents à égalité. Donc les 4 sont investis dans le projet parental. Il n'y a qu'un seul projet parental. Alors comment le juge va départager la revendication de ces 4 personnes sur un même enfant? Donc aujourd'hui, c'est le critère biologique. Chaque enfant est juridiquement relié à son père et à sa mère, même si, dans les faits, il est élevé par les 2 hommes et les 2 femmes. Mais dès lors que la référence à la biologie est abandonnée pour intégrer le concept de parents de même sexe, donc la parenté sociale, il va bien falloir départager les candidats à la parenté sociale. Et on ne pourra pas le faire, en tout cas uniquement sur des critères arbitraires. Donc le juge va devoir déterminer quel est le meilleur candidat à la parenté. Pour voir l'absurdité de la situation, il faut juste imaginer, même dans le cas de la filiation classique, si le juge était compétent pour trancher les conflits de paternité en disant lequel des 2 hommes, à son avis, est le meilleur candidat pour la paternité. C'est-à-dire que c'est le monde de l'arbitraire et du subjectif. Alors c'est vrai qu'en cas de conflit, le critère biologique n'assure pas, dans tous les cas, que le père biologique soit le meilleur père. Enfin, au moins, c'est un critère objectif. Bon, alors, on voit que si 2 personnes de même sexe sont reconnues ensemble comme parents d'un même enfant, encore une fois, quel que soit le moyen, par adoption, par présomption, par reconnaissance, par action en justice, peu importe, si 2 personnes de même sexe sont reconnues ensemble comme parents d'un enfant, le mot parent change de sens. Les parents ne sont plus l'homme et la femme à l'origine de l'enfant, la filiation n'est plus définie en relation avec l'engendrement de l'enfant, qu'il soit réel ou qu'il soit symbolique, comme en cas d'adoption, et la filiation se retrouve réduite à une relation d'éducation. Tout adulte investi dans le projet éducatif étant recevable à réclamer la reconnaissance de sa qualité de parent, sans qu'on dispose de critères objectifs pour désigner les parents. À moins que, pour éviter de trancher, eh bien, pour éviter de départager les différents candidats à la parenté, on allonge le nombre des parents. Et autre point que je voudrais traiter maintenant, c'est que l'homoparenté, entre guillemets, si tant est que ça puisse signifier quelque chose, que nous prépare le projet de loi, conduit nécessairement à la multiparenté. Donc ça n'est pas écrit tel quel dans le projet de loi, et Madame Taubira s'en défend. Quand on parle des parents 3 ou 4, il nous renvoie dédaigneusement à nos études, en disant « mais regardez donc le texte !» Il ne prévoit que l'adoption par 2 époux. Alors d'où vous sortez vos 3 parents? Eh bien, d'où est-ce que nous les sortons? C'est parce que c'est la biologie, la référence à la biologie, qui limite le nombre des parents à 2. Un homme, une femme. Mais si la biologie est laissée de côté, dans la définition de la filiation et des parents, il n'y a plus aucune raison de limiter le nombre des parents à 2. D'ailleurs, c'est pourquoi au Canada, certains enfants ont déjà 3 parents légaux. Concrètement, la mère, la conjointe de la mère et le père biologique. Et on pourrait tout de suite ajouter le conjoint ou la conjointe du père biologique. On ne voit pas pourquoi il aurait moins de droits que la conjointe de la mère. Bon, comme on l'a dit il y a un instant, de nombreux enfants ont 3 ou 4 parents sociaux, que ce soit en alternance ou que ce soit sous le même toit. Et si la parenté sociale est admise, eh bien, comment départager ces différents adultes qui sont investis dans